Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier le squelette du cou formé en avant par l'os hyoïde et en arrière par le rachis cervical. Je commence d'abord par l'introduction. Sur cette vue latérale, remarquez le squelette du cou. Voilà. Il semble constitué par deux parties. Une partie postérieure, la voilà, et une partie antérieure. La partie postérieure est formée par le rachis cervical. La partie antérieure est formée par un os non articulaire, c'est l'os hyoïde. Je commence d'abord par l'étude du rachis cervical. Voici une vue postérieure du rachis cervical. Donc, le rachis cervical correspond à la partie postérieure du squelette du cou. Il correspond à la partie proximale ou bien supérieure du rachis. Donc, ce schéma correspond à une vue latérale de l'ensemble du rachis. On dit rachis ou bien colonne vertébrale. Il correspond à la superposition de plusieurs vertèbres. Cette colonne vertébrale peut être divisée en trois parties principales. De haut en bas, nous avons le rachis cervical, le rachis dorsal ou bien thoracique, qui participe à la formation de la cage thoracique. Et là, en bas, nous avons la troisième partie formée par le rachis lombaire. Le rachis lombaire s'articule en bas avec le sacrum. C'est un os formé par la fusion ou bien la soudure de 5 vertèbres sacrales et le sacrum se continue en bas par le coccyx. Revenons à notre rachis cervical. Donc le rachis cervical est formé par la superposition de 7 vertèbres. La première vertèbre, donc c'est la vertèbre proximale. Cette vertèbre est appelée l'atlas. La deuxième vertèbre est appelée l'axis. D'accord? Donc ce rachis cervical s'articule en haut avec l'os occipital du crâne. En bas, le rachis cervical s'articule avec le rachis thoracique ou bien dorsal. Ici, il faut savoir que la première vertèbre a une forme complètement différente de la deuxième et complètement différente du reste du rachis cervical. La même chose pour la deuxième vertèbre, l'axis. Donc l'axis présente une forme complètement différente de l'atlas et du reste du rachis. Les 5 dernières vertèbres ont presque la même forme. Je commence l'anatomie descriptive des vertèbres cervicales par la description de l'une des 5 dernières vertèbres. Remarquez bien, comme toutes les vertèbres en général, la vertèbre cervicale est formée essentiellement par deux parties. Une partie antérieure qui correspond au corps vertébral et une partie postérieure ayant la forme d'un arc. Cette partie postérieure, ou bien l'arc, est composée en avant par ce qu'on appelle les pédicules. Voici les pédicules qui prennent insertion au niveau des deux extrémités latérales du corps vertébral. Après les pédicules, on trouve les apophyses articulaires. Et après les apophyses articulaires, on trouve ce qu'on appelle les lames. Voici les lames. Le corps vertébral avec cet arc entoure un foramen ou bien un trou. Il s'agit du foramen vertébral.
Voici le foramen vertébral. Maintenant, au niveau du corps vertébral, s'insèrent deux processus ou bien deux apophyses. Il s'agit des deux processus transverses. En arrière, la jonction des deux lames se continue en arrière par un processus ou bien une apophyse épineuse. Je commence d'abord par l'étude du corps vertébral. Regardez bien, le corps vertébral ici semble allongé transversalement. Il présente à décrire une face supérieure et une face inférieure. Ces deux faces supérieures et inférieures sont recouvertes par du cartilage articulaire. Au niveau de la face supérieure, plus exactement au niveau des deux extrémités latérales de la face supérieure, on trouve deux apophyses semi-lunaires. Les voilà. Après le corps vertébral, nous avons le foramen vertébral. Le foramen vertébral semble avoir la forme d'un triangle avec une base antérieure et un sommet postérieur. La superposition des différents foramen vertébraux va former une sorte de canal. C'est le canal vertébral dans lequel passe la moelle épinière ou bien la corde spinale. La corde spinale constitue la deuxième partie du système nerveux central, après l'encéphale bien sûr. Après le corps vertébral et le foramen vertébral, nous avons l'apophyse épineuse ou bien le processus épineux. Remarquez bien une caractéristique pour la vertèbre cervicale. Ici, le processus épineux est un processus court et il est incliné en bas. Ici, il se termine par deux tubercules. Ainsi, on donne donc à ce processus épineux la caractéristique d'un processus bifide. Donc bifide avec la présence de deux tubercules. Je passe maintenant au processus transverse ou bien aux apophyses transverses. Les voilà. Remarquez bien, chaque processus transverse présente deux tubercules. Les voilà. En plus des deux tubercules, le processus transverse des vertèbres cervicales est caractérisé par la présence à son centre d'un trou. Il est perforé au centre par un trou qu'on appelle le foramen ou bien le trou transversaire. La superposition des différents trous transversaires du rachis cervical donne une sorte de canal qu'on appelle le canal transversaire. Et à travers ce canal transversaire passe l'artère vertébrale ainsi que la veine et quelques fibres nerveuses. Voici l'artère vertébrale. L'artère vertébrale, c'est une artère très importante qui participe à la formation du polygone de Willis et donc à la vascularisation artérielle du cerveau. Je passe maintenant aux pédicules. Les voilà. Les pédicules de la vertèbre cervicale sont des pédicules courts. Ils sont situés en arrière des apophyses transverses. Le pédicule s'attache ou bien s'insère à la portion
postérolatéral du corps vertébral. Après les pédicules, nous avons les lames. Contrairement aux pédicules, les lames de la vertèbre cervicale sont longues. Elles se dirigent obliquement en arrière, en dedans et en bas. Ainsi, ils vont délimiter avec les pédicules le foramen vertébral. Maintenant, il nous reste les apophyses articulaires. Les apophyses articulaires sont situées en arrière des apophyses transverses. Elles portent les surfaces articulaires. J'ai terminé avec la description des vertèbres cervicales allant de la 3e jusqu'à la 6e. Maintenant, je passe à la 7e vertèbre cervicale. Regardez bien les caractéristiques de cette vertèbre cervicale. Ici, je remarque un processus épineux volumineux. Regardez, ce processus est très volumineux. Il n'est pas bifide, il ne se bifurque pas pour donner de tubercules. D'accord? Ainsi, la vertèbre cervicale numéro 7 est appelée la vertèbre proéminente. Proéminente, ça vient du mot proéminence. D'accord? Ce processus épineux de la 7e vertèbre cervicale est un repère anatomique parce qu'il est palpable sous la peau, au niveau du cou en arrière. Donc ça, c'est en ce qui concerne la 7e vertèbre cervicale. On passe maintenant à l'étude de la première et la 2e vertèbre. La première vertèbre cervicale est appelée l'atlas. Voici une vue supérieure de l'atlas. D'abord, l'atlas s'articule avec l'os occipital. Ainsi, le squelette de la tête va reposer, plus particulièrement du crâne, va reposer en quelque sorte sur cette vertèbre cervicale. Regardez bien sa forme. L'atlas a la forme d'un anneau. Cet anneau semble composé par deux arcs, un arc antérieur et un arc postérieur. Entre les deux arcs, on remarque la présence de deux masses latérales très volumineuses. Les caractéristiques de cette vertèbre, regardez bien, cette vertèbre ne possède pas un corps vertébral et elle ne possède pas un processus épineux, elle ne possède pas d'épidécule. Je passe maintenant aux masses latérales de l'atlas. Et voilà. Chaque masse latérale de l'atlas présente à décrire une face supérieure recouverte de cartilage articulaire, une face inférieure également recouverte de cartilage articulaire, une face externe et une face interne. D'abord la face supérieure, elle porte deux surfaces articulaires avec les condyles de l'os occipital. Voici les surfaces articulaires avec les condyles occipitaux. Ces deux surfaces articulaires sont appelées les cavités glenoïdes. La face inférieure porte une surface articulaire avec la deuxième vertèbre cervicale, cette axis.
La face externe donne insertion au processus transverse. C'est le processus transverse. La face interne présente un tubercule, le voilà, ce dernier donne insertion au ligament transverse. On va voir c'est quoi le ligament transverse par la suite. Je passe maintenant à l'arc antérieur. Le voilà sur cette vue supérieure. Regardez bien comment l'arc est aplati d'avant en arrière. Il présente à décrire deux faces, une face antérieure et une face postérieure. La face antérieure est marquée par la présence d'un tubercule, c'est le tubercule antérieur. La face postérieure présente une surface articulaire avec ce qu'on appelle l'apophyse ou bien le processus odontoïde de l'axis. C'est un processus volumineux de la deuxième vertèbre cervicale. L'arc postérieur maintenant, voilà. Il est concave en avant. En arrière, il présente un tubercule, c'est le tubercule postérieur. Les apophyses transverses maintenant, elles s'insèrent par deux racines, les voilà, sur les masses latérales de l'axis. Les processus transverses présentent à leur centre un foramen transverse. Je passe au trou vertébral de la face, le voilà. C'est un foramen large, de forme presque circulaire. Ce foramen est divisé en deux parties, et ceci par l'insertion du ligament transverse sur les faces externes des masses latérales. Voici le ligament transverse. Maintenant, la partie antérieure ou bien le compartiment antérieur, ce foramen, va être occupé par l'apophyse odontoïde. Voici le ligament transverse. Voici le compartiment antérieur au niveau duquel cette apophyse odontoïde de la deuxième cervicale fait sa vie. Maintenant, le compartiment postérieur, le voilà sur le deuxième schéma, il va être occupé par le bulbe rachidien ou bien la moelle allongée. Le bulbe rachidien correspond à la troisième partie ou bien l'étage inférieur du tronc cérébral. Le tronc cérébral est une structure anatomique qui forme avec le cerveau et le cervelet ce qu'on appelle l'encéphale. Je passe maintenant à la deuxième vertèbre cervicale qu'on appelle l'axis. Voici l'axis. Voici l'axis qui s'articule ici avec l'atlas. L'axis est caractérisé par la présence d'une saillie volumineuse verticale qui s'insère sur la face supérieure du corps de cette vertèbre. Cette saillie volumineuse est appelée l'apophyse odontoïde ou bien le processus odontoïde. L'axis est une vertèbre qui présente à décrire un corps, des apophyses articulaires, des pédicules, des lames, un processus épineux, des processus transverses, le tout entoure un foramen vertébral. Je commence d'abord par le corps. Voici le corps de l'axis. Le corps de l'axis est un corps aplati d'avant en arrière. Sa face supérieure présente une saillie volumineuse, c'est l'apophyse ou bien le processus odontoïde. Voilà. Le processus odontoïde s'articule avec la face postérieure de l'arc antérieur
de la première vertèbre cervicale, qui est la place. La face antérieure donne insertion à un ligament qu'on appelle le ligament atloïdo-axoïdien. La face inférieure du corps vertébral se prolonge par un bec. Le trou vertébral de l'axis ressemble à un cœur. Il est moins large que le foramen vertébral de l'atlas. Les apophyses transverses sont courtes, présentant un seul tubercule, toujours perforé à leur centre par le foramen transversaire. Le processus épineux et volumineux bifide. Les pédicules se confondent ici avec les lames. Donc les pédicules ne sont pas bien individualisés. Les lames de l'axis sont un peu épaisses. Leurs apophyses articulaires sont situées au-dessus et au-dessous des apophyses transverses. Voici les apophyses transverses. Voici les apophyses articulaires. Les apophyses articulaires supérieures sont placées de part et d'autre de l'apophyse odontoïde ici. Et les apophyses articulaires inférieures sont placées au-dessous et en arrière des apophyses transverses. Le ligament transverse qui s'attache sur les faces internes des deux masses latérales de la première vertèbre cervicale joue un rôle stabilisateur pour la deuxième vertèbre. Regardez comment ce ligament maintient en place l'apophyse odontoïde de l'axis contre l'arc antérieur de l'atlas. Pourquoi? L'intérêt de ce ligament, c'est de laisser ce processus volumineux toujours loin du contenu du deuxième compartiment du foramen vertébral correspond à la moelle allongée du tronc cérébral. Pourquoi? Il faut savoir que le tronc cérébral est une partie anatomique de l'encéphale très importante au niveau de laquelle se trouvent la plupart des noyaux d'origine des nerfs crâniens, donc les centres fétaux, à savoir le centre de la respiration. Dans certains traumatismes graves, ce processus odontoïde peut atteindre le bulbe rachidien. Lorsqu'il atteint le bulbe rachidien, ça va causer donc le décès immédiat. Les différentes vertèbres du rachis cervical sont reliées entre elles par trois types d'articulations. Nous avons des articulations intervertébrales entre les vertèbres. Nous avons une articulation entre la première cervicale et l'os occipital du crâne. Nous avons l'articulation entre l'atlas et l'axis. Je commence par les articulations intervertébrales. Elles correspondent à deux types d'articulations. Nous avons l'articulation des corps vertébraux entre eux. On parle de symphyse intervertébrale. Et nous avons les articulations des arcs vertébraux. Voici les articulations entre les corps vertébraux. Ce sont des articulations de type amphiarthrose, c'est-à-dire semi-mobiles. Ces articulations vont unir les corps vertébraux
à partir de la deuxième jusqu'à la septième vertèbre cervicale. Donc, cette union, elle se fait par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les disques intervertébraux, qui sont colorés en bleu. Voici les disques intervertébraux. Voici le disque intervertébral coloré en rose sur cette vue latérale du rachis. Il correspond à une lentille fibrocartilagineuse biconvexe. Cette lentille fibrocartilagineuse est formée par deux parties. Regardez la structure d'un disque intervertébral. Il est composé d'une partie périphérique et d'une partie centrale. La partie périphérique correspond à l'anneau fibreux. La partie centrale correspond au noyau pulpeux. Ce noyau est situé au centre. Ce noyau est mobile. Il est incompressible. Il amortit les chocs. Dans certains cas, le disque intervertébral se déplace hors des limites de sa situation. Regardez ici, ce déplacement vers l'arrière, et on parle dans ce cas d'hernie discale ou bien de protrusion. Cette hernie, en général, va comprimer les fibres nerveuses qui se trouvent au voisinage. Il faut savoir que la partie du disque qui se déplace correspond à sa partie centrale. Donc regardez bien comment la partie centrale se déplace vers l'arrière. Les articulations des arcs vertébraux maintenant. Ces articulations se trouvent entre les apophyses articulaires des vertèbres sus et sous-jacentes. Ce sont des articulations de type arthrodique, c'est-à-dire des articulations qui font intervenir des surfaces articulaires planes. Maintenant, l'articulation acroïdo-occipitale qui se fait entre l'atlas et l'os occipital, c'est une articulation de type diarthrose, c'est-à-dire synoviale, articulation mobile de type bicondyle. Il fait intervenir les condyles occipitaux et les cavités glinoïdes de l'atlas. La troisième articulation du rachis cervical, c'est l'articulation de l'atlas avec l'axis. Regardez, ce schéma correspond à une vue postérieure. Ça, c'est l'atlas, ça, c'est l'axis. Cette articulation comprend deux sortes d'articulations. Nous avons une articulation acroïdo-axoïdienne médiane et deux articulations acroïdo-axoïdiennes latérales. L'articulation médiane, c'est une articulation de type trochoïde avec un pivot central. Ici, le pivot central de l'articulation est représenté par le processus odontoïde de l'axis. Ce processus odontoïde permet les mouvements de rotation du crâne. Le ligament transverse joue un rôle stabilisateur important pour cette articulation. Et ceci en maintenant le processus odontoïde fixé contre la face postérieure de l'arc antérieur de l'atlas. J'ai terminé avec le rachis cervical. Je passe maintenant à l'os iliaque. Le voilà coloré en jaune sur le premier schéma et le voilà sur le deuxième schéma.
L'os hyoïde est un os impair. D'ailleurs, nous avons un seul os hyoïde dans notre corps. C'est un os médian situé le long de l'axe longitudinal du corps, donc il appartient au squelette axial. C'est un os symétrique et sans connexion osseuse. L'os hyoïde ne s'articule pas avec le reste du squelette osseux. L'os hyoïde est situé au niveau du cou, plus exactement au niveau du compartiment antérieur du cou, et ceci entre la mandibule ou bien la mâchoire inférieure en haut et le larynx en bas. L'os hyoïde a la forme d'un fer à cheval. L'os hyoïde présente à décrire les parties suivantes. Il présente à décrire un corps, deux petites cornes et deux grandes cornes. Je commence par le corps sur une vue antérieure. Regardez bien. Il est de situation médiane. Ce corps présente à décrire une face antérieure, une face postérieure, un bord supérieur et un bord inférieur. La face antérieure présente ce qu'on appelle tubercule hyoïdien au milieu. La face postérieure sans particularité. Le bord supérieur va donner insertion au squelette fibreux de la langue. Le bord inférieur donne insertion aux muscles sous-hyoïdiens. Ce sont des muscles du cou. Les petites cornes, les voilà, ce sont des apophyses ou bien des processus de forme ovoïde qui sont situés au niveau de la partie externe du bord supérieur. Les grandes cornes, les voilà sur une vue latérale. Ce sont de volumineuses apophyses ou bien processus qui prolongent en haut et en arrière le corps de l'os hyoïde. Voilà, c'était en ce qui concerne le squelette du cou. Merci pour votre attention et bonne révision.